Je tenais le test dans ma main, fixant les 2 lignes roses comme si elles étaient un secret écrit juste pour moi. Après 3 longues années à essayer, d'espoir, de larmes silencieuses versées dans la salle de bain chaque mois, c'était enfin arrivé. J'étais enceinte. J'ai serré le petit bâtonnet en plastique contre ma poitrine et j'ai laissé échapper un soupir tremblant. Le bébé était si petit, encore caché, encore silencieux, mais bien réel à l'intérieur de moi, en pleine croissance, le nôtre. Dans la cuisine, le soleil d'octobre se déversait par les fenêtres, chaud et doré, illuminant la table que j'avais passé toute la matinée à décorer. Mes mains bougeaient par instinct maintenant, ajustant les couverts, gonflant les serviettes, vérifiant le rôti pour la 5e fois. C'était le 60e anniversaire de ma belle-mère aujourd'hui, et chaque recoin de la maison était paré pour la célébration. Mais j'avais mon propre secret à célébrer, ma propre joie qui bourdonnait juste sous la surface de tout cela. J'imaginais le moment où Ethan prendrait mes mains, les yeux écarquillés d'émerveillement, et me ferait tournoyer dans la pièce. Il rirait, peut-être pleurerait-il, embrasserait mon ventre, dirait quelque chose de ridicule comme « Il faut qu'on achète un berceau aujourd'hui ». Nous parlerions de prénoms, de repeindre la chambre d'amis, de construire un monde pour quelqu'un que nous n'avions même pas encore rencontré, mais que nous aimions déjà. J'ai entendu sa voix avant de le voir. « Ma chérie, tu es là ?» Dans la cuisine, ai-je appelé, glissant le test dans la poche de mon jean, ma voix trop enjouée, trop désinvolte. Ethan est entré dans la pièce avec ce charme naturel qui m'a toujours fait sentir comme la femme la plus chanceuse du monde. Sa chemise bleu océan faisait paraître ses yeux noisettes presque dorés à la lumière du soleil. Il m'a embrassé sur la joue et a contemplé la table avec un léger sifflement. Waouh, ma mère va adorer ça. Elle le mérite, ai-je dit, lissant inutilement la nappe. 60 ans, c'est un grand événement. Il s'est penché et a murmuré, pas aussi grand que la nouvelle que tu as pour moi, apparemment. J'ai souri, presque timidement. Plus tard, quand nous serons seuls. Il a souri en retour et m'a embrassé le front. Tu me tues, Anna. La sonnette a retenti avant que je puisse répondre, et ainsi, le moment s'est envolé. Les Mitchell étaient arrivés. Eleanor est entrée comme une reine, ses cheveux argentés relevés en un chignon parfait et brillant, son tailleur bleu marine si élégant qu'il vous faisait vous tenir plus droit rien qu'en le regardant. Anna, ma chérie, dit-elle en m'embrassant sur la joue. Tout a l'air absolument parfait. Merci, dis-je en lui offrant un verre de vin. J'espère que c'est à votre goût. Elle a souri avec une douceur rare. C'est charmant. Vraiment. Frank, mon beau-père, a hoché la tête en silence et a tendu un bouquet de lys blanc et une bouteille de whisky vieilli. C'était sa façon de dire « bien joué ». Le reste des invités est arrivé peu à peu. La sœur d'Ethan, Angela, et son mari Mark, avec leurs 2 enfants qui couraient déjà dans la maison, quelques-unes des collègues enseignantes retraitées d'Eleanor, quelques voisins d'en face. La maison était remplie de voix, de verres qui tintent, de l'odeur de porc rôti et de pommes de terre à l'ail flottant dans l'air comme un souvenir d'enfance. Tout le monde disait la même chose. Anna, comment fais-tu? C'est incroyable. Tu es formidable. Je souriais, je disais, merci, je passais les plats, je remplissais les verres, et pendant tout ce temps, je continuais à toucher mon ventre comme si je disais silencieusement au bébé, on t'aime déjà. Tu es déjà là. Ethan a joué l'hôte parfait, charmant, attentionné, hilarant. Il a raconté une histoire sur un voyage d'affaires qui a mal tourné, quelque chose à propos d'une confusion à l'hôtel et d'un homme en sous-vêtements criant à la réception. La salle a éclaté de rire, même Eleanor. Je l'observais depuis l'embrasure de la cuisine, le cœur plein. Il avait l'air si vivant, si confiant, si à moi. Pendant un instant, j'y ai cru. À tout. Au tintement des verres, à l'arôme du glaçage du gâteau, au bourdonnement des conversations dans le salon. Je voulais figer ce moment, arrêter le temps juste à cette seconde avant que je ne sache. Avant que tout ce que je croyais de ma vie ne soit réduit en miettes. Mais cela est venu plus tard. Pour l'instant, j'étais juste Anna Mitchell, épouse, hôtesse, future mère, et je n'avais aucune idée que dans quelques heures, je serais quelqu'un de complètement différent. Tout a commencé par quelque chose de simple. Une question d'Eleanor pendant le dessert.
Où est Ethan ? Demanda-t-elle en regardant autour du salon bondé. Je ne l'ai pas vu depuis un moment. J'ai levé les yeux des tasses de café que j'arrangeais. Je n'avais pas réalisé qu'il était parti. Il était là il y a un instant. Peut-être qu'il est sorti pour un appel, ai-je proposé, bien que ma voix me parût étrangement distante, comme si j'étais déjà ailleurs. Angela est intervenue, probablement dans son bureau. Il y garde encore tous ses dossiers professionnels, n'est-ce pas ? J'ai hoché la tête et je me suis excusée, m'essuyant les mains sur une serviette en descendant le couloir. Mon pouce est accéléré, mais je me suis dit que ce n'était rien. Juste un appel, juste un client. C'est ce qu'il dirait. C'est ce qu'il disait toujours. La porte de son bureau était entr'ouverte. Une fente de lumière chaude de lampe se déversait sur le sol du couloir. Je me suis approchée pour frapper, mais je me suis arrêtée. Sa voix flottait à travers l'ouverture, basse et intime, et ne ressemblait en rien à la voix qu'il utilisait avec moi. Je sais, je déteste ça aussi, a-t-il murmuré, et j'ai entendu un petit rire, tendre et doux. Mais que veux-tu que je fasse ? La maison est pleine de gens. Je n'ai pas respiré. Je n'ai pas cligné des yeux. Ma main planait sur la poignée de la porte. Je ne peux pas simplement partir. C'est l'anniversaire de sa mère. Ça ferait mauvais genre, même pour moi. Une pause, puis un rire. Non, bien sûr qu'elle ne sait pas. Anna gobe tout ce que je lui dis. Comme une horloge. J'ai eu l'estomac noué. Il a continué, je le lui dirai bientôt. Encore quelques semaines. Laissez la poussière de la fête retomber. Ensuite, je lui dirai que ça ne marche tout simplement plus entre nous. Que ce n'est la faute de personne. Que nous nous sommes éloignés. Tu sais, les conneries habituelles pour un atterrissage en douceur. J'ai reculé d'un demi-pas, pressant une main contre ma poitrine. Allez. Elle croit encore qu'on va avoir un bébé, dit-il, suivi d'un rire cruel. La pauvre, elle est probablement en train de prévoir des prénoms. La chaleur nauséabonde dans mon ventre s'est transformée en glace. C'est mignon, a-t-il ajouté d'un ton moqueur. Mais ce n'est pas toi. Elle est douce, prévisible. Elle pleurera, peut-être qu'elle suppliera, mais à la fin, elle laissera tomber. Je me suis éloignée de la porte comme si je m'étais brûlée. Je n'ai pas entendu le reste. Je ne voulais pas l'entendre. Le couloir a basculé sous mes pieds. Mes jambes sont devenues liquides. J'ai à peine atteint notre chambre avant que les larmes n'arrivent. Silencieuse, incontrôlable, sauvage. Je me suis agrippée au bord de la commode, haletant comme quelqu'un qui se noie. Chaque respiration était une trahison. Depuis combien de temps cela durait-il ? Des mois. Plus ? Et Madison ? Était-ce son nom ? Celle des SMS. Celle de la robe rouge, du parfum que j'avais senti sur son manteau une fois et je l'avais cru quand il avait dit que c'était une accolade un peu trop enthousiaste de sa collègue. Les points se sont connectés les uns aux autres. Trop vite, trop clairement, et soudain, je ne pouvais plus m'arrêter de les voir. Dans la poche de mon jean, le test de grossesse pressait contre ma jambe. Je l'ai sorti et je l'ai regardé. Les 2 lignes roses me fixaient en retour comme une blague cruelle. Comment étais-je censé le lui dire maintenant ? Comment pouvais-je dire « nous allons être parents » à un homme qui prévoyait déjà de partir, à un homme qui pensait que j'étais faible, prévisible, jetable ? J'ai entendu son rire depuis le couloir. J'ai entendu le tintement des verres. Le bruit d'un gâteau qu'on coupe. La vie continuait. Ignorante, pendant que la mienne se brisait en deux. Je me suis lavé le visage, j'ai ravalé le cri qui montait dans ma gorge. Je me suis regardée dans le miroir, une femme essayant de garder son sang-froid. Puis j'ai souri, juste assez, assez largement pour que ça passe. Au moment où je suis retournée dans le salon, Ethan avait refait surface, charmant comme toujours, divertissant tout le monde comme si de rien n'était. Son bras a frôlé le mien en passant et il a murmuré « Ça va ?» J'ai hoché la tête. J'ai menti. Parce que la vérité, c'est que je n'avais jamais été aussi mal de ma vie. Cette nuit-là,
Après le départ du dernier invité et le doux bourdonnement du lave-vaisselle dans la cuisine, Ethan a enlevé ses chaussures et s'est affalé sur le canapé comme un homme qui venait de remporter une victoire. Il a desserré sa cravate et a tapoté le siège à côté de lui. « Viens », a-t-il dit. « Assieds-toi. Tu as couru toute la journée. » Je me suis assise, mais seulement parce que mes jambes n'avaient toujours pas cessé de trembler. Il m'a souri. Le même sourire qu'il avait adressé à Eleanor plus tôt quand elle avait complimenté le vin. Le même sourire qu'il utilisait quand il racontait son histoire ridicule de l'hôtel. Le sourire qui autrefois me donnait l'impression d'être chez moi. Alors, dit-il en me donnant un coup de coude enjoué dans la jambe. Quelle est la grande nouvelle ? Je l'ai regardé, son visage familier, et j'ai eu l'impression de voir un étranger portant un masque que j'avais autrefois aimé. Ma main est allée instinctivement à la poche où se trouvait le test plus tôt. Je l'avais retiré et caché sous l'évier. La preuve de ma joie, maintenant un secret que je ne savais pas comment partager. Je te le dirai demain, ai-je dit, réussissant à esquisser un léger sourire. Je suis épuisé. Ses sourcils se sont froncés avec une légère déception, mais il a haussé les épaules. D'accord, je patienterai. Je l'ai regardé descendre le couloir vers notre chambre, les épaules détendues, fredonnant doucement comme s'il n'avait pas passé la soirée à planifier une sortie silencieuse de notre mariage. Quand la porte de la chambre s'est refermée, je suis restée assise seule, entourée de verres de vin à moitié vides, de serviettes froissées et de restes de gâteaux. La soirée avait été une célébration, mais elle ressemblait à une veillée funèbre. Je n'ai pas dormi. Je me suis couchée à côté d'Ethan, écoutant le rythme régulier de sa respiration, me demandant combien de nuits il avait dormi à mes côtés avec son nom sur les lèvres, son visage dans son esprit. À un moment donné, j'ai réalisé le schéma, les nuits tardives inexpliquées au travail, les voyages d'affaires qui se prolongeaient, le parfum qui n'était pas sa marque habituelle, la chemise que j'ai trouvée dans le linge avec une tache de rouge à lèvres qui, selon lui, provenait d'une étreinte trop forte de sa sœur à une fête. Et je l'avais cru. Chaque mensonge. Je me disais qu'il était stressé. Que la tension dans ses épaules était due au travail. Que la façon dont il se retirait parfois quand je lui touchais le bras au dîner n'était que de la distraction. Que la façon dont son téléphone ne quittait plus son côté maintenant n'était que la vie professionnelle moderne. Mon Dieu, combien avais-je ignoré juste pour maintenir l'illusion intacte ? Le lendemain matin, je me suis levée tôt et j'ai commencé à nettoyer. Non pas parce que j'avais de l'énergie, mais parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. J'avais besoin de mouvement. J'avais besoin de quelque chose pour empêcher la panique de s'emparer de moi. J'ai frotté des comptoirs qui n'avaient pas besoin d'être frottés, réorganisé les pots à épices, nettoyé l'intérieur du micro-ondes 3 fois. Pendant ce temps, Ethan est allé courir comme d'habitude après une fête, vêtu de vêtements de sport, écouteurs aux oreilles, agissant comme si la veille n'avait été qu'un succès. Dès que la porte d'entrée s'est refermée derrière lui, je suis allée directement à son téléphone. Je connaissais le code, notre anniversaire de mariage. L'ironie me brûlait. Il ne m'a fallu que quelques secondes pour trouver ce que je cherchais. Le contact n'avait pas de nom, juste un numéro. Mais le fil des messages était sans équivoque. Tu m'as manqué toute la soirée. Je déteste faire semblant. Quand est-ce qu'on peut en finir ? Et puis, elle ne se doutera de rien. Elle croit encore qu'on est solide. En pièces jointes, il y avait des photos, une d'eux ensemble dans un restaurant hors de prix que je ne reconnaissais pas. Une d'elles, Madison, dans une robe rouge, la même que Rachel avait décrite. Une autre photo prise sur notre porche arrière. Mon porche arrière. Les carillons éoliens que j'avais suspendus l'été dernier étaient en arrière-plan. J'ai à peine eu le temps d'atteindre la salle de bain avant que la nausée ne me submerge. Ce n'étaient pas les nausées matinales. C'était la trahison. Je me suis assise sur le carrelage froid, le front contre mes genoux, les larmes se mêlant à la bile dans ma gorge. Je voulais crier, casser quelque chose, rendre la douleur visible. Mais je ne pouvais pas, parce que personne d'autre ne le savait encore. Pour eux, j'étais toujours la femme heureuse, l'hôtesse parfaite, la femme chanceuse qui avait tout. Mais maintenant, je savais la vérité, et je ne pouvais plus l'ignorer. Je ne voulais pas l'appeler Rachel. Je ne voulais pas entendre le son de sa voix, gentille et compatissante.
Je ne voulais pas de la sympathie, de l'indignation, de la confirmation que ce que j'avais entendu, ce que j'avais vu, était réel. Mais je ne pouvais pas non plus le porter seul. Pas tout. Je lui ai donc envoyé un SMS. On peut se voir aujourd'hui? C'est important. Elle a répondu instantanément. Bien sûr. Même endroit. À 11h, j'étais assise au fond d'un petit café que nous fréquentions tous les samedis matins, avant que la vie ne devienne compliquée et chargée. Je tenais une tasse de thé que je n'avais pas touchée et j'essayais de trouver les mots justes. Comment commence-t-on une phrase comme « Mon mari prévoit de me quitter et il ne sait pas que je suis enceinte ?» Rachel est arrivée 5 minutes plus tard, les cheveux relevés en un chignon bas, sa veste en jean glissant déjà d'une épaule alors qu'elle me repérait. Ses yeux se sont écarquillés en voyant mon visage. « Anna », dit-elle en se glissant dans la banquette. « Tu as l'air, ça va ?» J'ai secoué la tête une seule fois, et puis les mots sont sortis. Je lui ai tout raconté, l'appel téléphonique derrière la porte du bureau, les messages sur son téléphone, les photos, Madison, le test. Je lui ai dit que je n'avais pas pleuré pendant la fête, que j'avais souri et servi du gâteau comme si tout allait bien. Que je suis restée éveillée à ses côtés toute la nuit et que j'ai fixé le plafond, souhaitant pouvoir être quelqu'un d'autre, n'importe où ailleurs. Que je ne lui avais même pas encore dit, que je ne savais pas comment. Rachel n'a pas interrompu. Elle a simplement écouté, ses yeux s'assombrissant à chaque phrase, sa bouche se serrant dans une fureur silencieuse. Quand j'ai finalement arrêté, la gorge sèche et la main tremblante, elle s'est penchée en avant et a murmuré « Ce fils de pute ». C'est la première fois que je riais depuis des jours. Un rire court et brisé qui m'a fait mal à la poitrine. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt ?» a-t-elle demandé en me prenant la main. « Ou est-ce que tu te doutais de quelque chose ?»« Je ne sais pas », ai-je murmuré. Peut-être que je ne voulais pas voir. Peut-être que je ne croyais pas que quelqu'un comme lui jetterait tout par-dessus bord. Elle a hésité, puis a dit à voix basse, « Je l'ai vu une fois, il y a quelques semaines, avec elle, au centre commercial. » Je suis restée figée. « Je ne te l'ai pas dit, » a-t-elle poursuivi, parce que j'ai pensé que c'était peut-être innocent. Elle était jolie, blonde. Il était très proche. Il regardait des bagues. Je n'ai pas respiré. Des bijoux, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Elle en a essayé une. Il l'a embrassée sur la tempe. Je me suis dit que c'était probablement quelque chose lié au travail, peut-être une faveur. Je ne voulais pas tirer de conclusion hâtive. Il lui achetait une bague, ai-je dit catégoriquement. Il prévoit de l'épouser après avoir divorcé de moi. Rachel a pâli. Anna, je suis tellement désolée. Ce n'est pas de ta faute, ai-je dit. C'est de la mienne de ne pas poser de questions. D'ignorer les signes, de lui faire confiance alors que mon instinct hurlait de ne pas le faire. Elle a serré ma main. Ne dis pas ça. Faire confiance à son mari n'est pas un défaut. Non, dis-je en regardant mon ventre, mais faire confiance au mauvais homme pourrait l'être. Nous sommes restés assis en silence pendant longtemps. Autour de nous, le café se remplissait, se vidait et se remplissait à nouveau. Les serveuses remplissaient les tasses. La machine à expresso sifflait. Quelqu'un a fait tomber une cuillère. J'ai à peine remarqué quoi que ce soit. Finalement, Rachel a demandé « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je l'ai regardé dans les yeux. Ma voix n'a pas tremblé cette fois. Je vais voir un avocat. Bien, a-t-elle dit. Et pour le bébé? J'ai posé une main sur mon ventre. Je vais le garder. Tu ne seras pas seule, a dit fermement Rachel. Quoi que tu aies besoin, je suis là. Je l'ai cru. Et pour la première fois depuis que le monde s'est effondré, j'ai senti quelque chose d'inconnu vaciller en moi. Pas de la rage, pas du deuil. De la force. Peut-être que je n'avais pas besoin de survivre à ça seule après tout. Mais même si je le devais, je le pouvais. J'ai passé l'après-midi à préparer le dîner, non pas parce que je voulais cuisiner pour Ethan, mais parce que j'avais besoin d'une scène, d'un endroit où poser la vérité et la laisser parler d'elle-même. J'ai fait son steak préféré avec du beurre à l'ail. De la purée de pommes de terre au romarin rôti, une salade César avec du parmesan frais.
J'ai mis la table comme pour un dîner romantique que nous n'avions pas eu depuis des années. J'ai allumé des bougies. J'ai ouvert le vin qu'il aimait. J'ai même mis une robe dont il avait dit un jour qu'elle me rendait belle. Quand je croyais encore qu'il le pensait. À 18h03, la porte d'entrée s'est ouverte et sa voix a joyeusement appelé « Ça sent incroyablement bon ici ». J'ai souri et je l'ai accueilli à la porte. J'ai pensé qu'on pourrait avoir un dîner agréable. Il a haussé un sourcil, amusé. Quelle est l'occasion ? Aucune occasion, ai-je dit. Juste nous. Il m'a embrassé sur la joue et s'est dirigé vers la salle à manger, fredonnant en se servant un verre de vin. Waouh, dit-il en regardant la table. Ça a l'air incroyable, ma chérie. Je me suis assise en face de lui. De rien. Nous avons mangé principalement en silence. Je l'ai laissé parler du travail, un client agaçant, un collègue qui ne répondait jamais aux emails à temps. Il m'a demandé une fois si j'allais bien. J'ai souri et j'ai dit que j'étais fatiguée. C'est tout ce qu'il avait besoin d'entendre. Il n'a plus jamais demandé. Après le dessert, il a pris son verre de vin, mais je l'ai arrêté. Ethan, ai-je dit doucement. Il faut qu'on parle. Il s'est figé juste une seconde, puis a reposé son verre, les doigts serrant la tige. De quoi ? De nous. Il s'est légèrement adossé, une expression méfiante. D'accord, qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis levée, j'ai fait le tour de la table et je me suis assise à côté de lui sur le canapé. Je le voulais près de moi. Je voulais voir ses yeux quand le masque tomberait. Je sais, ai-je dit. Son front s'est plissé. Non, ce que je sais à propos de Madison. Sa mâchoire ne s'est pas affaissée. Il n'a pas halté. Il a juste cligné des yeux une fois, lentement. De quoi parles-tu ? J'ai entendu ton appel téléphonique pendant la fête, ai-je poursuivi. J'ai lu les messages. J'ai vu les photos. Tu peux arrêter de faire semblant maintenant. Une longue pause. Puis, à voix basse, tu sais depuis quand ? Depuis l'anniversaire de ta mère, ai-je dit. Joyeux anniversaire. Il s'est frotté les mains sur le visage, a expiré et a regardé le sol. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Mais tu voulais que ça se passe. Il a levé les yeux vers moi, les yeux remplis de quelque chose entre la honte et la résignation. Oui. Tu l'aimes ? Silence, puis un hochement de tête. J'ai dégluti. Ça ne faisait pas aussi mal que je le pensais. Peut-être parce que la douleur s'était déjà installée. Peut-être parce qu'une partie de moi le savait depuis le début. Et moi, ai-je demandé. M'as-tu jamais aimé ? Il m'a regardé alors. Vraiment, il m'a regardé. Oui. Je tiens toujours à toi, Anna. Mais pas assez pour être fidèle. Pas assez pour être honnête. J'allais te le dire, a-t-il dit. C'est juste que, je ne voulais pas te faire de mal. J'ai ri, un rire amer et froid. Trop tard. Il a essayé de me prendre la main, mais je l'ai retirée. Il y a plus, ai-je dit. Je suis enceinte. Ça l'a atteint. Sa tête s'est brusquement tournée vers moi, les yeux écarquillés. Quoi ? Je l'ai appris le matin de la fête, ai-je dit. J'allais te le dire avant de découvrir qui tu es vraiment. Il s'est levé et a commencé à arpenter la pièce. Tu es sérieuse ? J'ai hoché la tête. Il s'est passé les deux mains dans les cheveux. Oh, mon Dieu, ça change tout. Non, ai-je dit. Ça ne change rien. Il s'est arrêté. Anna. Je vais avoir le bébé, ai-je dit calmement. Et je vais demander le divorce demain. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Je t'ai donné 5 ans de ma vie, Ethan, ai-je dit. Et je t'en aurais donné 10 de plus. Mais tu t'es donné à quelqu'un d'autre. Tu as fait ton choix. Il s'est assis lentement, comme si le poids de ses mensonges s'était enfin abattu sur ses épaules. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Si, ai-je murmuré. Et maintenant, c'est fini. Il n'a pas argumenté. Il a juste hoché la tête. Et dans ce silence, j'ai senti quelque chose en moi changer.
Pas se briser, pas s'effondrer. Se renforcer. Ethan a fait une valise cette nuit-là. Pas tout, juste le nécessaire. Quelques chemises, une paire de chaussures, son ordinateur portable. Il a dit qu'il reviendrait pour le reste quand les choses seraient moins tendues. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté ses vêtements par la fenêtre comme une femme dans un film l'aurait fait. Je suis juste restée à la porte et j'ai regardé l'homme que je croyais connaître s'éloigner sans un regard en arrière. Quand la porte s'est refermée, le silence qui a suivi m'a semblé plus fort que n'importe quelle dispute n'aurait pu l'être. Je n'ai pas dormi cette nuit-là non plus. Je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de thé qui a refroidi avant que j'aie pris une gorgée. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, mais d'adrénaline, d'épuisement, du besoin irrésistible de survivre. À 8 heures précises, je suis entrée dans le cabinet d'avocat de Michael Hargrove, un homme que Rachel m'avait recommandé des mois plus tôt lorsque sa cousine avait divorcé. Son bureau sentait le cuir, les vieux livres et un pouvoir silencieux. « Racontez-moi tout », dit-il doucement, et je l'ai fait. Je lui ai parlé de la liaison, des messages, des photos. Je lui ai dit que j'étais enceinte, que je voulais garder l'enfant, que je ne voulais pas une longue bataille judiciaire. Mais je n'allais pas non plus être la femme qui laisse son mari infidèle s'en tirer à bon compte. Il a écouté, a pris des notes, a hoché la tête au bon moment. Quand j'ai eu fini, il s'est adossé et a dit « Vous êtes en position de force, Anna ». Il a continué. « Vous avez des preuves. Vous portez son enfant. La loi est de votre côté. » J'ai ressenti un étrange sentiment, puis un éclair de contrôle. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour me maintenir debout. Après la réunion, je suis allée à la clinique pour confirmer la grossesse. 6 semaines. Tout semblait normal. Le médecin m'a donné des vitamines prénatales et une brochure intitulée « Votre corps et votre bébé, premier trimestre ». Je l'ai tenue dans mes mains comme un passeport pour un pays que je n'avais pas l'intention de visiter seule. Quand elle a demandé si le père était au courant, j'ai dit oui. J'ai mentionné qu'il était maintenant un futur ex-mari. Ensuite, je suis passée au travail. Ma patronne, Linda Carlson, était déjà à son bureau, sirotant un café et examinant des papiers. Je me suis assise en face d'elle et j'ai dit les mots que je n'avais pas répétés, mais qui sont sortis fermement. Je suis en train de divorcer et je suis enceinte. Elle a cligné des yeux, puis a posé son café. Oh, Anna. Je vais bien, ai-je dit rapidement, même si ce n'était pas le cas. Je pensais juste que vous devriez le savoir. Je continuerai à travailler aussi longtemps que je le pourrai. J'ai besoin des revenus et j'ai besoin de la distraction. Elle a hoché la tête lentement. Vous avez toujours été l'une des personnes les plus fiables ici. Prenez le temps qu'il vous faut, et quand vous serez prête pour le congé de maternité, nous nous arrangerons. J'ai eu envie de pleurer de sa gentillesse. Au lieu de cela, j'ai souri. Merci. Je suis rentrée dans une maison qui semblait trop silencieuse. Les chaussures d'Ethan avaient disparu de l'entrée. Sa brosse à dents n'était plus à côté de la mienne. Son eau de Cologne ne flottait plus dans le couloir. J'ai traversé chaque pièce lentement, comme si je les découvrais pour la première fois. Dans la chambre d'amis, celle dont nous avions dit un jour qu'elle serait la nurserie. J'ai passé mes doigts sur le rebord de la fenêtre et j'ai essayé d'imaginer un berceau, un fauteuil à bascule, une nouvelle vie. Plus tard dans la soirée, j'ai fait un appel vidéo avec mes parents. Ils ont été choqués. Ma mère a pleuré. La voix de mon père tremblait de colère contenue. Mais quand je leur ai dit que j'étais enceinte, quelque chose a changé. Mon père s'est adossé, ses yeux soudainement doux. Ma mère s'est essuyé le visage et a murmuré, « Un bébé. Tu vas être maman. » Oui, ai-je dit. Seule. Tu ne seras pas seule, a-t-il répondu. Tu nous as. Et encore une fois, comme avec Rachel, comme avec Michael, comme avec Linda, je l'ai senti. Du soutien, réel, ferme, solide. Je ne savais pas à quoi ressemblerait la semaine prochaine, ni le mois prochain, ni l'année prochaine. Mais je savais ceci, je pouvais respirer. Et c'était suffisant pour l'instant. 3 semaines après le départ d'Ethan, j'ai finalement retiré la photo encadrée de nous dans le couloir.
Celle où nous étions debout sur une falaise à Big Sur, le vent dans les cheveux, le soleil dans les yeux, prétendant que nous étions invincibles. Je l'ai regardée longuement avant de l'envelopper soigneusement dans du papier journal et de la ranger dans une boîte étiquetée « Ancienne vie ». Je ne l'ai pas jetée. Je n'en étais pas encore là. Mais je n'en avais plus besoin sur le mur. Les jours se sont transformés en un rythme. Je travaillais. Je cuisinais. J'allais à des rendez-vous. J'ai commencé un journal. Pas du genre où l'on écrit ses sentiments avec des fleurs dans les marges, mais un où je notais les symptômes, les envies, les rêves étranges, les idées de prénoms pour bébé et des notes pour la petite vie qui grandissait en moi. Tu es la raison pour laquelle je me lève quand je n'en ai pas envie, et j'écris un soir. Tu es la raison pour laquelle je ne me suis pas effondrée. Mon corps a commencé à changer. Subtil au début, une taille plus serrée, une faim plus profonde, une fatigue qu'aucun café ne pouvait guérir. Mais à l'intérieur, je me reconstruisais. Non seulement à cause de la trahison d'Ethan, mais à cause des années où je me suis faite petite pour garder quelqu'un d'autre à l'aise. Des années à me plier pour que son ego puisse s'étirer sur le canapé. Maintenant, je me déployais. Rachel m'a aidé à nettoyer ses affaires. Elle n'a pas posé de questions, elle a juste apporté des sacs poubelles et de la détermination. Tu veux brûler ça, a-t-elle plaisanté en tenant un de ses suites d'université. J'ai ri. Tentant, mais non, laissons-le à une œuvre de charité. Que quelqu'un d'autre se réchauffe les bras avec ce que j'ai surmonté. Nous avons travaillé en silence pour la plupart, emballant des livres, jetant de vieux rasoirs, frottant la salle de bain comme si nous effacions sa présence. Quand nous avons eu fini, la maison semblait plus légère, plus aérée, comme si je pouvais enfin m'entendre penser. Ce soir-là, j'ai allumé une seule bougie et je me suis blottie sur le canapé avec un bol de soupe et un livre pour bébé que Rachel m'avait offert. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez, disait la première page. Et pour une fois, je l'ai cru. Ethan a essayé de me contacter 2 fois. Une fois par SMS, on peut parler? Tu me manques. Je n'ai pas répondu. La 2e fois, il s'est présenté à la porte. Il pleuvait. Il avait l'air trempé, débraillé, comme un homme qui avait perdu son scénario. Je veux juste parler, a-t-il dit. Non, ai-je répondu, calme et ferme. Tu ne veux pas. Tu veux te sentir mieux. J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix, ai-je corrigé. Maintenant, vis avec. Il a regardé par-dessus mon épaule dans le couloir, espérant peut-être voir une trace de son ancienne vie. Les chaussures, les photos, la femme qui disait trop facilement « oui ». Mais cette femme n'était plus là. J'espère que Madison en valait la peine, ai-je dit doucement, puis j'ai fermé la porte. Je n'ai pas pleuré après. Je me suis assise, j'ai plié une lessive et j'ai mis de la musique douce en faisant une liste de courses. Pas parce que je n'étais pas en colère. Pas parce que je n'étais pas encore en train de guérir. Mais parce que je faisais quelque chose qu'Ethan n'aurait jamais cru que je puisse faire. J'avançais. Le dimanche matin, je suis entrée seule dans un cours de parentalité locale au centre communautaire. Je me suis présentée au groupe et j'ai pris place à l'arrière. Une femme nommée April s'est assise à côté de moi et a souri. Première fois? J'ai hoché la tête. Moi aussi, a-t-elle dit. Mon ex est parti au Colorado avec son professeur de yoga. Nous avons toutes les 2 ri. Il y avait quelque chose de curatif dans ce rire, comme si nous n'étions pas des victimes. Nous étions des femmes en mouvement. Des femmes en devenir. Et en rentrant chez moi plus tard dans l'après-midi, le faux soleil chaud sur mon visage, j'ai réalisé autre chose. Je ne survivais pas seulement. Je me tenais debout. Et bientôt, je serais prête à courir. La première fois que je l'ai entendu pleurer, tout le reste a disparu. Les murs blancs de l'hôpital, l'odeur stérile, le doux va-et-vient des infirmières autour de moi. Rien de tout cela n'avait d'importance. Tout ce que je pouvais entendre, c'était sa voix, petite, féroce, indéniablement vivante. On l'a posée sur ma poitrine et elle était chaude, humide, rose et parfaite. Je l'ai regardée, cette petite âme qui avait grandi silencieusement en moi pendant des mois de chagrin et de changement, et j'ai murmuré « Bonjour, ma belle. Ce n'est plus que nous 2 maintenant.
Et c'était suffisant. Je l'ai prénommée Clara Gress. Clara parce que ça signifie brillante, claire. Et c'est ce qu'elle était pour moi, la clarté après la tempête. Gress, parce que je n'avais survécu qu'en apprenant à m'accorder un peu de grâce. Rachel a été la première à me rendre visite. Elle a apporté des fleurs, un renard en peluche et un thermos géant de soupe. Tu as réussi, a-t-elle dit, les yeux remplis de fierté. Non, ai-je répondu. Nous avons réussi. Les infirmières ont dit que j'étais l'une des nouvelles mamans les plus calmes qu'elles aient vues. Je ne leur ai pas dit que c'était parce que j'avais déjà vécu la partie la plus difficile. L'accouchement n'avait rien à voir avec la trahison. Mes parents sont venus 2 jours plus tard. Mon père tenait Clara comme si elle était faite de cristal. Et ma mère a pleuré si doucement que je ne l'ai presque pas remarqué jusqu'à ce qu'elle m'embrasse le front. Je suis désolée pour tout ce que nous n'avons pas vu, a-t-elle murmuré. Mais je te vois maintenant. Je suis restée chez eux pendant le 1er mois. Non pas parce que je ne pouvais pas m'en sortir seule, mais parce que cela leur a donné une chance de m'aimer d'une manière que je ne leur avais pas laissée auparavant. Et peut-être parce que j'avais besoin d'être aimée sans condition. Ethan a envoyé une lettre, sans adresse de retour, juste son écriture sur du papier crème. Je ne mérite pas d'être père, mais si jamais tu veux qu'elle me connaisse, j'attendrai. Je l'ai lu une fois, puis une autre. Puis je l'ai plié et je l'ai glissé à l'arrière du livre de naissance de Clara. Pas comme une invitation, mais comme un enregistrement, un rappel que les gens font des choix, et que ces choix façonnent tout. Je n'ai jamais répondu. Nous sommes rentrés à la maison cet hiver-là. J'ai peint la nurserie en jaune. J'ai accroché de petites impressions de fleurs et de nuages et j'ai encadré une citation au-dessus de son berceau, « Tu es aimé. Tu es en sécurité. Tu es désiré. » Et je le pensais de chaque cellule de mon corps. Certaines nuits, quand Clara ne dormait pas, je marchais dans le couloir avec elle blottie contre mon épaule, chuchotant des chansons que je me souvenais à peine avoir apprises. Je pressais ma joue contre la sienne et je lui racontais des histoires, pas sur Ethan, mais sur la force, sur la joie, sur les débuts qui viennent après les fins, sur la façon dont elle m'a sauvée sans même le savoir. J'ai recommencé à écrire, pas seulement des journaux cette fois, mais de vraies histoires sur des femmes qui trouvent leur voie, sur des mères qui se relèvent. J'en ai soumis une à un petit magazine en ligne. Ils l'ont publiée. 1 mois plus tard, un autre éditeur m'a contacté, puis un autre. Les gens voulaient entendre ce que j'avais à dire. J'ai créé un petit coin d'écriture dans le coin du salon, juste à côté du tapis de jeu de Clara. Elle s'allongeait sur le dos et gigotait pendant que je tapais. De temps en temps, je lui lisais une ligne juste pour voir si elle souriait. Elle le faisait toujours. Et les rares jours où je sentais la vieille tristesse revenir, la solitude, la douleur de ce qui avait été perdu, j'ouvrais la porte d'entrée, je sortais au soleil et je murmurais, « Regarde ce que nous avons construit, ma belle. » Juste nous deux. Clara clignait des yeux vers moi, édentée et souriante. Et je me rappelais que je n'avais pas seulement survécu. J'avais recommencé à zéro. Et dans cette vie tranquille et honnête, avec ses piles de linge et ses berceuses, cet été à 3 heures du matin et ses couchers de soleil à 18 heures, j'ai trouvé quelque chose qu'Ethan ne m'a jamais donné. La paix. Elle ne le sait pas encore, mais Clara est ma rédemption. Et quand elle sera assez grande pour comprendre, je le lui dirai. Ton père est parti, mais moi, je suis restée. Tu n'as jamais été abandonné. Tu as été choisi, chaque jour, chaque minute, par moi. Parce qu'au final, elle est tout ce dont j'ai besoin maintenant.